Le 60e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté internationale a été célébré cette année sans tambour ni trompette à cause du coronavirus. Même si les festivités n'ont pas été au rendez-vous, des actes forts ont marqué cette célébration, dont entre autres le discours du chef de l'État à la nation. Entre fierté, optimisme, satisfaction, engagement, Patrice Talon est convaincu que ces réformes porteront des fruits qui hisseront le Bénin dans le concert des nations. Cet avis est-il partagé? Nous allons en parler dans cette émission avec notre invité que vous connaissez déjà, Monsieur Sedolo Nonayon. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci une fois encore d'accepter notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, merci également pour votre fidélité. Le chef de l'État a proclamé son discours dans lequel on note une satisfaction. Il est convaincu que ces réformes porteront beaucoup de fruits. Quelle est votre première lecture à entendre le chef de l'État en proclamant son discours? Merci bien, monsieur le journaliste. Avant tout propos, je voudrais d'abord saluer tous ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs, et vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez pour nous prononcer à l'occasion de ces 60 ans d'indépendance. Cette occasion que vous nous offrez aussi de dire ce que nous pensons par rapport au discours du chef de l'État. Alors, dans le discours du chef de l'État, il y a une note de satisfaction et d'espoir, surtout par rapport aux réformes. Mais la question que nous devons nous poser, c'est de savoir si l'espérance que doivent susciter les réformes au niveau des populations, au niveau du peuple, parce que lorsque nous faisons des réformes, c'est qu'il y aura de l'espérance et que le peuple accompagne ces réformes-là en pensant à cette espérance-là. Donc aujourd'hui, si nous allons vers nos populations, vers le peuple, est-ce que ces réformes-là suscitent l'espérance? La réponse, c'est non. Et évidemment, pour répondre à votre question, le chef de l'État pense peut-être que ces réformes vont dans le sens de l'espérance, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Mais si vous le dites, il y a des indicateurs qui prouvent à suffisance que ces réformes portent leurs fruits. Le FMI a donné des notes, de bonnes notes au Bénin. Le Bénin a également occupé des places de choix dans les classements, que ce soit les divers rapports qui témoignent que les réformes ont véritablement porté leurs fruits. Voulez-vous encore d'autres signes avant d'apprécier qu'on est sur la bonne voie? C'est vrai. La Banque mondiale, le FMI, tous donnent une bonne note au Bénin. Mais, en tant que Béninois, ce qui m'intéresse moi, c'est ce que les Béninois pensent et non ce que la Banque mondiale et le FMI, les institutions internationales pensent. Pourquoi je dis ça? Permettez-moi. Pourquoi je dis ça? Je dis cela parce que lorsque la Banque mondiale, le FMI vous note, c'est par rapport à un certain nombre de critères qui sont propres à eux. Notamment lorsque ils vous prêtent de l'argent et que vous remboursez très bien, lorsque ils voient que l'argent qu'ils vous prêtent, par exemple, en même temps, quelques mois après, vous revenez, vous payez vos dettes, vos échéances sont très bien payées, ils vous notent très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est par rapport à leurs critères. Maintenant, quels sont nos critères, nous, en tant que Béninois? C'est pourquoi je suis en train de répondre que c'est ce que les Béninois y pensent. Et c'est juste parce que je voulais vous demander, qu'est-ce que les Béninois pensent selon vous? C'est ce que je vous dis. Je suis en train de vous dire que les réformes, les résultats que nous voyons par ici, par là, que le gouvernement exhibe, est-ce que ça a une incidence sur le quotidien des Béninois? En tant que Béninois, je peux vous dire que ça n'a aucune incidence, sinon minime, sur le quotidien des Béninois. Et donc, que ces réformes, que tout ce que le gouvernement est en train de faire soit très bien noté par la Banque mondiale, par les institutions internationales, c'est autrement ressenti
par les Béninois que nous sommes. Nous parlons de 60 ans du Bénin. Là, le bilan, pour le faire, ça doit être lourd. Mais si nous prenons chaque aspect, il y a l'aspect politique, il y a l'aspect économique et également l'aspect social. Si nous prenons simplement l'aspect politique, n'avez-vous pas noté des avancées? Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, pour faire le bilan de ces 60 années, ce serait très long, voilà. Mais nous allons essayer de rassembler rapidement. Vous avez parlé du plan politique. Sur le plan politique, après 60 ans, il se révèle que nous sommes toujours en train d'utiliser le système politique que le colon nous a laissé, sans même prendre le temps de l'adapter à nos propres réalités. Je vous donne un exemple très simple. À la veille de l'indépendance, où De Gaulle a proposé à nos aînés de rentrer dans la communauté des États français, de la communauté française, pardon, à travers le référendum du 28 septembre 1958, auquel nos élites ont dit oui. Il s'est fait que ils ont aussi accepté la langue française comme langue de travail. Ils ont accepté le franc CFA comme la monnaie du nouveau État. Et en même temps, ils ont signé des accords qui sont des accords cadres et que nous qualifions de pacte colonial. Qu'est-ce que ces accords disent? Très clairement, ces accords disent, c'est ça qui est toujours là dans notre constitution, que la langue française est la langue officielle du Bénin. Voilà, nous sommes des Béninois. Nous sommes sur nos terres. Et on nous pose une langue étrangère. Et depuis 60 ans, nous sommes là, nous avons conservé cela, et nous nous perdons. Nous sommes comme une province de la France, et on nous gère de loin. Regardez les bases militaires qui nous entourent. Regardez dans notre armée. Vous allez voir que nous ne sommes pas indépendants. Nous montrons du doigt nos aînés, parce que ce qu'ils devaient faire à cette époque-là, ils ne l'ont pas fait. Et donc, nous considérons que cette indépendance qui nous a été octroyée, ou bien même cette bataille qu'a menée en son temps pour qu'ils aient cette indépendance octroyée-là, n'est qu'une étape dans la lutte des peuples pour leur souveraineté totale et définitive. Donc, selon vous, sur le plan politique, le bilan n'est pas satisfaisant, donc il faille quand même des efforts, parce que vous parlez tantôt donc d'une première étape sur le plan politique et sur le plan économique et sur le plan social. Sur le plan économique, merci beaucoup monsieur le journaliste. Savez-vous que à la date d'aujourd'hui, l'économie de notre pays, l'économie béninoise, est détenue par des étrangers? Savez-vous ça? Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Notre économie que nous avons est détenue par des étrangers. Alors, si vous êtes un pays et que votre économie est détenue par des étrangers, vous travaillez pour qui? Pour vous-même ou pour les étrangers? C'est ça la question. Qu'est-ce que nous produisons dans notre pays? Est-ce que nous consommons ce que nous produisons? Est-ce que nous produisons ce que nous consommons? Regardez, nous ne faisons que importer pratiquement tout ce que nous utilisons. Sur le plan économique, bien que nous n'ayons pas connu la faim, mais je veux parler du fait que la population, aujourd'hui, il n'y a pas la famine. Je peux vous dire que sur le plan économique, c'est un désastre. Pourquoi c'est un désastre? Parce que nous nous endettons. Nous nous endettons. Ça veut dire que ce que nous n'avons pas produit, c'est ça que nous consommons. Et ça là, ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui viendront payer cela. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes déjà en train d'attacher leurs bras dans le dos. Donc demain, il leur serait très difficile de se libérer si nous ne revenons pas et que nous ne mettons les choses sur les rails. Donc selon vous, de 1960 à 2020, rien n'a véritablement changé. Globalement, ça peut sembler, nos téléspectateurs peuvent dire, non, c'est pas vrai, quand il va dire que rien n'a changé. Mais nous prenons le bilan de façon globale. Nous prenons le bilan de façon globale. Regardez aujourd'hui. Les rails qui ont été construits par le colon et qui s'arrêtent à Parakou, après 60 ans,
Non seulement ces rails-là n'ont pas continué, on n'a pas construit 1 mètre de plus, mais au contraire, tous ces rails qui ont été construits par le colon sont complètement détruits. Alors, on peut se demander, est-ce que nous, en tant que Béninois, nous avons la capacité de nous autodéterminer? Certains peuvent se poser cette question-là. Parce que si en 60 ans, nous n'avons pas pu construire 1 mètre en plus de ces rails-là, sommes-nous incapables? Non. C'est parce que, comme je l'ai dit, nos aînés, en acceptant en 1960 cette indépendance octroyée-là, avaient attaché nos bras dans le dos, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour nous de nous en détacher. Il y a pourtant l'ère du renouveau démocratique qui a permis le fonctionnement régulier des institutions. Les élections se sont déroulées à bonne date toutes les fois. Les institutions travaillent. On peut quand même dire que le Bénin fait des efforts en matière quand même de gouvernance. Effectivement, le Bénin fait des efforts. Allons-nous nous contenter que des efforts? Allons-nous contenter des efforts qui produisent des résultats qui ne nous avantagent pas? Non. Nous avons fait des efforts, mais nous n'avons pas fait les efforts dans le bon sens. Le bon sens aurait voulu que tous ces efforts que nous faisons au jour le jour puissent libérer définitivement notre peuple, ce qui n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Donc, quoi qu'il soit fait aujourd'hui et depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, et qui n'a pas permis véritablement au peuple de se libérer, nous qualifions ça de bilan négatif. Mais nous sommes d'accord que ce n'est qu'une étape. Même 1990 est une parenthèse dans cette lutte des peuples pour leur indépendance complète. Je rappelle que vous êtes M. Nounayon Sedoulou, secrétaire général du comité directeur du parti Front Souverain. Le parti Front Souverain, quelle est sa position aujourd'hui? Oui, le parti Front Souverain, dont je suis le secrétaire général du comité de direction, ne cesse de se prononcer sur l'actualité. Et ce que nous disons, c'est que c'est très simple. Nous disons que, quel que soit le président qui sera là, je le dis parce que 2021 est proche, tant que nous n'aurons pas changé le système néocolonial de gestion de notre pays, ce président aura beau la volonté de travailler pour ce pays, mais il n'arrivera pas. Vous n'avez pas toujours répondu à notre question. Quelle est la position? Est-ce que vous soutenez les actions du chef de l'État ou vous êtes un parti de l'opposition? Quelle est la situation aujourd'hui politique du parti Front Souverain? J'en venais, c'était un préalable. Le préalable étant que nous devons changer le système néocolonial. Tant qu'il n'est pas changé, et nous voyons que les actions que mène le gouvernement en place ne vont pas dans ce sens, nous nous appelons, nous nous voyons comme la seule force d'opposition de ce pays. Nous nous voyons comme la seule force d'opposition parce que nous ne sommes pas contre un gouvernement en place, nous ne sommes pas contre un homme, mais nous sommes contre un système. C'est pourquoi nous disons nous sommes la vraie opposition dans ce pays. Mais en parlant de vraie opposition dans ce pays, est-ce que c'est une opposition vraiment légale? Parce que de façon normale, réglementaire, nous n'avons qu'un seul parti qui se dit de l'opposition, qui n'est que la Force Corée pour un Bénin émergent. Est-ce que le Front Souverain est un parti légal? Est-ce que vous avez votre récépissé? C'est un parti politique constitué ou bien vous êtes à quelle étape? Oui, merci monsieur le journaliste. Je vois là où vous voulez en venir. Dès le vote de la charte, de la loi des chartes des partis politiques et du code électoral, avec toutes les nouvelles dispositions qui ont été introduites dans cette loi, le Front Souverain a immédiatement dit que ces deux lois sont des lois scélérates et que ces deux lois vont nous amener à des situations pas très désirables pour notre pays. Ce qui est le cas aujourd'hui. Ces deux lois nous ont conduit à ce qui s'est passé lors des législatives et aussi à ce qui s'est passé lors des communales. Lorsque nous sommes dans un pays
et que nous nous réclamons de l'opposition et que nous voyons que des lois ont été votées pour faire taire ou bien ces lois scélérates ont été votées, il faut les combattre, pas s'y conformer. Il faut les combattre jusqu'à ce que ces deux lois-là soient retirées. C'est la position officielle du Front souverain jusqu'à aujourd'hui. Nous continuerons de combattre ces deux lois jusqu'à la victoire finale. Ok, donc vous êtes dans une position défensive pour combattre ces lois scélérates afin de mettre en cause les réformes politiques engagées par le chef de l'État. Ces réformes politiques-là ne donnent pas de l'espérance au peuple. C'est bien dommage parce que c'est comme si nous avons perdu du temps inutilement. Mais vous parlez tantôt d'une nouvelle organisation, d'un développement durable sans quand même assainir le paysage politique. Ce que vous devez savoir, monsieur le journaliste, c'est que c'est le peuple qui détient le pouvoir. C'est le peuple qui détient le pouvoir. Et c'est le peuple qui élit ses dirigeants, leur remet ce pouvoir pour les représenter. N'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que ce même peuple peut revenir encore, reprendre cette légitimité, ce pouvoir-là, et le confier et donner une autre direction au pays. Ça veut dire quoi? Ce que nous proposons au Front souverain, nous avons dit, il faut que toute l'opposition, tous ceux qui ne sont pas d'accord, tous ceux qui pensent que nous devons changer de paradigme, que nous nous retrouvons au sein de la grande force de cohésion nationale. La grande force de cohésion nationale aura pour objectif une grande conférence patriotique, une grande conférence patriotique nationale, pour décider de la nouvelle République, pour décider des nouvelles orientations qu'il faut donner dans le pays. Dans le pays. Vous parlez d'un rassemblement de toutes les forces de l'opposition, ce qui n'est pas le cas sur le terrain. Pas plus tard que la semaine passée, nous avons assisté à la création d'un nouveau parti politique. Il y a le Front souverain qui défend le peuple. Il y a par exemple le Parti communiste qui défend le peuple. Il y a un autre parti de l'opposition qui vient de naître qui défend toujours le même peuple. Alors que ces différentes forces ne peuvent pas se réunir pour défendre le peuple. On ne peut pas penser que chacun y va avec ses moyens, avec ses intérêts. Oui, mais nous ne disons pas que nous devons tous fondre et devenir un. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons que nous devons nous réunir dans les actions. Nous devons avoir le même objectif. Nous devons avoir la même direction. Pas forcément que le Front souverain, tous les autres vont se fondre au Front souverain, ou bien le Front souverain va se fondre à d'autres partis, aux autres partis, mais que dans nos actions, que nous soyons unis. C'est ce que nous défendons à travers la grande force de cohésion nationale, où nous disons, tu peux même être d'un autre parti politique, si tu n'es pas d'accord et que tu penses que nous devons changer de paradigme, viens au sein de la grande force de cohésion nationale pour que ensemble nous menons des actions hardies. Ok, depuis 1960, le 1er août 1960 à ce jour, vous semblez dire que les efforts consistants n'ont pas été faits. Quelles sont les propositions prioritaires? Quels sont les axes de développement prioritaires sur lesquels le Bénin peut aujourd'hui s'appuyer pour espérer un développement réel? La priorité des priorités qu'il faut pour que le Bénin puisse prendre le chemin du développement authentique, c'est de changer le titre 1, article 1 de notre Constitution, qui dit que la langue française est la langue officielle du Bénin. Nous devons avoir nos langues nationales comme nos langues officielles, nos langues de travail et nos langues d'éducation et d'instruction. C'est primordial. C'est la première des choses. Oui. Nous devons battre notre monnaie. C'est très important. Parce que la monnaie, c'est le sang qui coule dans le corps du pays. Nous ne pouvons nous développer en ayant notre monnaie contrôlée
par une autre nation. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui se passe actuellement, c'est que tout un peuple travaille pour une autre nation. C'est bien dommage. C'est pourquoi les efforts de nos peuples au jour le jour ne sont pas, on ne voit pas les résultats. Parce que c'est un autre peuple qui en bénéficie. Donc la priorité, puisque je vous l'ai dit, de la langue, de la monnaie, oui. Si nous allons résumer, ça veut dire simplement que nous devons changer, grosso modo, le système de gestion de notre pays et fonder une nouvelle république. Vous avez parlé de la langue, vous avez parlé de la monnaie, vous parlez aussi de l'armée. Bien entendu, le A, armée, c'est notre transition vers ce que nous appelons la nouvelle espérance africaine. Donc, c'est notre diplomatie vers les autres pays, puisque nous ne sommes pas seuls sur ce continent et nous ne pouvons vivre en autarcie. Le A, à travers le A, c'est notre diplomatie offensive pour former une armée continentale dotée de son industrie. Armée continentale qui va défendre nos populations et défendre nos ressources naturelles. Voilà, vous venez d'énumérer les 3 axes prioritaires, mais pour les réaliser, il faut, j'espère que vous avez étudié tous ces paramètres-là, il faut à peu près combien de temps, combien de mandats pour parvenir donc à réaliser ces 3 points que vous jugez fondamentaux. C'est le peuple qui détient le pouvoir. C'est le peuple qui décide. Mais nous sommes convaincus et nous savons que dès que le peuple va accepter la vision LMA, lorsque le peuple va décider de mettre en œuvre la vision LMA, rien ne l'arrêtera et le temps ne sera plus important puisque c'est la finalité, ce sont les objectifs que le peuple en ce moment serait en train de voir. Monsieur Nounam Seydolo, qu'est-ce que ça vous fait de voir? Parce que vous parlez tantôt, vous évoquez le peuple qui n'est pas d'accord, le peuple qui souffre, le peuple qui n'est pas épanoui sous la gestion du président Talon. Qu'est-ce que ça vous fait de voir des femmes, des jeunes se réunir pour dire, par exemple, Talon 10 ans. Pour dire, par exemple, il a fait ci, il a fait ça, nous lui renouvelons notre confiance. C'est une question très délicate, je pense. Vous savez, lorsque nous parlons du peuple, on peut être en train de parler du peuple pendant des heures et des heures. Nous disons, si nous savons pertinemment que le système qui est mis en place ne favorise pas le peuple de façon générale, dans sa globalité, et qu'il y a un certain nombre de jeunes qui se lèvent pour dire qu'il faut que ce système continue, cela veut dire simplement qu'ils profitent du système. Sinon, ils n'auront jamais à réclamer un second mandat du président Talon. Ça veut dire qu'ils bénéficient du système en place et qu'ils sont en train de voir leurs intérêts personnels. C'est bien cela que ça signifie. Ok, je reviens toujours sur les principaux points que vous avez énumérés tout à l'heure. Est-ce que pour les réaliser, ça nécessite des sacrifices? Absolument. Ça nécessite que nous prenions notre destin en main. Ça nécessite que nous tournons dos aux supposées aides que nous apporte la France. Si, pendant toutes ces années, avec toutes ces aides-là, nous n'avons pas pu décoller et atteindre ce développement qu'on a voulu, nous sommes en droit de nous questionner de la qualité de l'aide qu'on nous apporte. Est-ce que cette aide-là, c'est pour que nous nous relevons et soyons nous-mêmes, ou bien cette aide-là, c'est pour nous enfoncer plus? Donc, nous devons tourner dos aux aides extérieures et compter sur nous-mêmes. Monsieur Seydolo, vous avez parlé donc de ces aides-là, et vous avez parlé de la politique de votre parti, le Front Souverain, sans pour autant parler de la qualité des hommes. Les hommes sur qui
tout se repose de la crédibilité, de la capacité de ces hommes-là. Et ça dit que sans les hommes bons, entre griffes, des hommes capables, des hommes crédibles, des hommes vraiment patriotes, votre vision peut se réaliser. Merci, monsieur le journaliste. Vous avez posé une question très pertinente. Vous allez remarquer que lorsque le colon partait en 1960, il nous a laissé son système éducatif. Et nous savons très bien que l'homme n'est que le produit de son éducation et de son environnement. Ce qui fait que les élites que nous avons, les élites qui ont été produites par le système qui nous a été légué par le colon, ce système-là, mis en place spécifiquement pour atteindre un objectif précis pour le colon, ce système-là, c'est ça qui a produit tous nos élites. Et donc, aujourd'hui, nous comprenons des fois les décisions qu'ils prennent pour leur pays. Effectivement, nous avons besoin de bâtir, d'avoir des hommes nouveaux, des patriotes, pour pouvoir mener la vision LMA. Il y en a dans le pays. Ils ne sont pas tous. C'est vrai que nous avons été tous à l'école du colon, mais nous avons refait, il y a un certain nombre de personnes qui ont refait un autre travail pour aujourd'hui prétendre qu'ils sont des patriotes et qui peuvent mener bel et bien ce front-là jusqu'à la victoire définitive. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro de votre émission Info à la barre. Notre invité de ce jour, c'est M. Sedolo Nounayon. Il est le secrétaire général du comité directeur du parti Front Souverain. Un mot pour finir. Je sais que vous avez encore beaucoup de choses à dire, mais pour le moment, nous allons conclure ce numéro. Qu'avez-vous à dire? Oui, mon mot de fin. Il a dit souvent que chaque génération doit découvrir ce pourquoi il est là, la trahir ou l'exécuter. Vous voulez parler de Frantz Fanon qui dit chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. C'est bien ça. Nous, la jeunesse d'aujourd'hui, la génération montante, nous avons découvert notre mission. Notre mission, c'est de continuer la bataille qu'a menée nos aînés, puisque j'ai qualifié 1960 d'une étape sur le chemin de la souveraineté totale et définitive de notre peuple. Notre mission, aujourd'hui, nous, la jeune génération, c'est de conclure, c'est d'amener cette lutte-là jusqu'à sa fin et de gagner. C'est d'amener le peuple à la victoire. C'est d'amener le peuple à la souveraineté totale et définitive. Donc, je voudrais appeler tous les jeunes à ce que nous nous unissions dans les actions, que nous ayons un objectif principal, commun, qui n'est d'autre que la libération totale et définitive de notre peuple, et qu'ensemble, à travers la grande force de cohésion nationale, nous puissions réaliser cet objectif-là. Voilà mon mot de fin. Je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu sur votre plateau. C'est nous qui vous remercions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.